réveiller le peuple. Le peuple. Et on va continuer. Hein. On est nombreux, on est des millions. Nous avons compris. La manière de marcher dans la rue, est-ce que c'est bon? On demande trop la permission pour être l'existence. C'est une existence de permission. Hein? Mais les Américains demandent la permission à personne. Ils s'habillent, ils mangent leur fast-food, et ça, ils font ce qu'ils veulent. Les Français ne demandent la permission à personne. Les Belges demandent la permission à personne. Ils font, tu trouves bien leur manière de boire la bière. C'est ton problème. Tu trouves que c'est pas beau, la simple n'a pas, girl me simple n'a pas bon goût. C'est ton problème. Tu vois? Mais nous, pour boire la bière, il faut demander la permission. Est-ce qu'elle est bien, est-ce qu'elle est malade? C'est un peuple qui a subi, qui a été victime et qui a perdu la confiance en lui-même. Si un noir me dit que ceci, c'est ça, moi je ne crois pas. Tu vois? Et il faut qu'un blanc dise. Là, même si c'est faux, hein, je crois. Et le blanc doit révéler nos savants. Hein, comme Modibo Diarra, il fait les calculs pour lancer les vaisseaux spatiaux, révélés par les blancs. Il dit, ah oui, donc il connaît. Mais tant qu'il ne s'est pas révélé, il avait toujours la même science. Exactement. Mais on n'y croyait pas. Donc, on a besoin trop de permission. C'est ça l'attitude d'un type qui a été vaincu. Même s'il est champion, il faut que le blanc lui déclare que tu es champion. Sinon, il ne croit pas. Lui-même, il ne croit pas qu'il est champion. Il n'a pas confiance en lui-même. Voilà, c'est ça notre malheur. Cette permission. Mais comme les autres aussi savent notre faiblesse, ils vous donneront jamais la permission. Voilà. Ils diront, oui, c'est pas fondé. Oui, tout le monde n'est pas d'accord. C'est du racisme à rebours, des choses comme ça. Vous avez entendu ce que le grand professeur a dit. Ils aiment demander la permission. Et c'est ce qui se passe. Hein. Il y a des gens, soi-disant, des hommes qui ont travaillé avec Jean Ping, qui sont dans l'opposition. Et ils vont en France, ils demandent la permission. Ils demandaient à l'époque d'Hollande la permission pour être libérés des enchaînements, de l'esclavagisme moderne. Et il y en a, au lieu de pointer la France, de dire c'est vous notre malheur. Non, ils sont là, dès qu'ils voient l'homme blanc, ils sourient, ils tremblent. La permission. Parce qu'ils ont été aliénés. Ils sont devenus plus idiots que celui même qui n'est même pas allé sur les bancs de l'école. Apprendre ABCD. Apprendre 2 plus 2 est égal à combien? 20 plus 20 est égal à combien? Est égal à 40. Ah oui. L'aliénation. D'où il faut demander la permission à l'homme blanc. Non. Africain, réveille-toi. Parents noirs, réveille-toi. Réveille-toi avant que tu aies plus de terre. Parce que le but des Occidentaux, c'est de faire à ce que nous qui sommes en Europe et ceux qui sont aux États-Unis et ailleurs, qui ne rentrent plus à la maison, qu'ils vivent maintenant comme des esclaves dans les terres des autres. Mais c'est voulu. Et tant qu'on ne va pas se lever pour détruire le système des dictateurs, nous allons vieillir et mourir dans les pays de l'homme blanc. Et enterrer dans leur cimetière. Après, qu'est-ce qu'ils vont faire? Après 2 ans, si tes parents ne payent pas, ils viennent, ils déterrent, ils vont aller brûler les os. Voilà. Et l'Africain est content. Je suis français. Carte d'identité française, l'Africain est content. Mais enfoiré de merde, tu n'as rien compris. L'Africain est content. Je suis belge, mais tu n'as rien compris. Chez toi, c'est mieux. C'est ta maison, l'Afrique. L'Afrique, c'est ta terre. Et ceux qui viennent m'injurier, les Rwandais Tutsis qui sont venus m'injurier tout à l'heure, ils savent qui je suis.
ils ne connaissent pas malheureusement. Le premier président du Congo-Brazzaville, mon oncle, Fulbert Yulu. Voilà. Et un autre président après, il y a eu au Congo, Massamba Deba, tonton Massamba Deba. Hein? Celui qui a fait la conférence nationale au Congo, Monseigneur Kombo, mon oncle. Hein? Mais je sors d'une grande famille. Vous croyez parce que la communauté internationale qui tue les Noirs, ils vous envoient pour m'injurier, vous allez m'écraser? Non, c'est moi qui va vous écraser, les enfoirés de merde. Comme ça. Et ça va tout, parce qu'il le dit en sachant que l'autre a toujours besoin de permission. Comment on ne va pas donner la permission à qu'elle se faire voir? Mais vous avez pensé que le problème que pose le professeur Obenga, comme je suis en train de dire, c'est que les Africains, nous avons en tant qu'Africains subi des traumatismes, des grands traumatismes pendant l'histoire, pendant la crise négrière, pendant la colonisation, et que ce traumatisme continue jusqu'à présent à produire les effets sur nous. Nous avons perdu confiance en nous-mêmes, nous avons perdu la même mise sur notre destin, nous avons perdu tout ce qu'on appelle les capacités fondamentales de l'être humain, c'est-à-dire la créativité. Nous avons perdu notre créativité, et que pour recréer, pour créer en nous, n'est-ce pas, recréer la confiance en nous-mêmes, pour recapturer la confiance en nous-mêmes, il faut nous rattacher à un puissant passé, à un puissant, créer chez nous un sentiment qu'on appelle un sentiment de conscience historique, c'est-à-dire en nous rattachant à un puissant passé, à un passé puissant et long, qui nous permet de faire, n'est-ce pas, une continuité historique, de recapturer le temps, de recapturer notre historicité, et puis d'avoir confiance en nous-mêmes, et de nous battre à main égale avec l'Occident. Parce qu'aujourd'hui, comme il a dit, l'Occident profite de toutes ces faiblesses, de cette absence d'autonomie de la conscience historique. Nous n'avons pas une autonomie de la conscience politique. Et alors, nous devons nous battre aujourd'hui, et je crois que c'est la bataille la plus importante, pour recapturer notre historicité et créer en nous un puissant sentiment. Je voudrais profiter parce que les profs... Oui, je crois que c'est ça, la vraie bataille, c'est au moins, tu sais, se faire prendre toujours du temps des générations. Au moins, il faut désaliéner les êtres humains. Or, le problème aujourd'hui, il faut désaliéner l'Afrique. Voilà. Vous avez entendu? Désaligner. Il faut désaligner l'Africain. Parce que l'Africain était aliéné. Pour le rendre de plus en plus idiot. Oui. Il faut désaligner l'Africain. Voilà des grands professeurs qui parlent africain. Et moi, le tiers africain que vous voyez, j'ai une tête. Une tête. Je connais beaucoup de choses. Hein? Le tiers africain, l'homme qui a fait bouger la France, qui a fait bouger au long de la pute. Le parrain du mariage pour tous. 2 hommes, 2 femmes. Le tiers africain qui a traité Sarkozy, a traité Manuel Valls. Les gens qui ont tué immensément chez nous. Le tiers africain. Un homme efficace. Alors, c'est parti. Vous allez voir. Il va faire des miracles. Il va devenir un prométhée. Il y a un colosse qui dort, comme dit, il y a un colosse qui dort, et ces colosses, il faut les réveiller. Il faut les réveiller en lui rappelant, en disant des bonnes choses sur lui-même, parce que c'est ça le problème chez nous, est que nous n'avons pas à inventer une histoire. Elle est là, elle est grandiose, elle existe. Nous n'avons pas à l'inventer. Avant de créer la première civilisation humaine connue, la civilisation soudanaise nilotique, avant de créer la plus grande civilisation humaine des temps proto-historiques, la civilisation égyptienne, ce sont des choses sur lesquelles autour desquelles nous devons parler, nous rappeler tout le temps. Vous avez aussi des professeurs, paraît-il, comment dire, vous n'avez pas de compromis sur cette question. Non, mais parce que les compromis ne servent même pas celui qui est en face de vous, encore moins vous-même. Alors pourquoi faire? Pour lui faire plaisir, ça lui dit rien. Tu fais des compromis, tu dis oui, d'accord, ça lui dit rien, il se moque. Et bon, à quoi bon de se moquer, faire les compromis? Bon, si vous faites, vous n'avez pas d'avantage aussi à le faire. Et puis donc, de toute façon, une solution de compromis, c'est-à-dire de demi-mesure, de peur, ça traduit que la peur, l'hésitation, le manque de confiance, c'est un compromis dans ce genre de problème. Il n'y a pas de compromis parce que sinon c'est aussi du mensonge à la longue.
Donc vous voulez dire que tous les blancs disent le mensonge? Il n'y a personne qui dit la vérité. Oui, pour l'Afrique, oui. Pour l'Afrique. Aucun ne dit la vérité. Non, aucun, absolument aucun. Et je peux le prouver A plus B. Oh, prouvez-le, professeur. Prouvez-le qu'ils disent tous des mensonges. Mais tous. Tous. Tous, sans exception. Donc il n'y a pas d'égyptologue qui pense... Non, mais je peux prendre les égyptologues. Non, il n'y a aucun égyptologue qui a dit que l'Afrique, l'Égypte antique était noire, que les gens sont noirs. Ils ont dit que... non, mais ils ont dit que c'était une race méditerranéenne brune. Oui. Bon, ils ont dit que les pharaons anciens étaient une langue sémitique. Oui, une langue sémitique. Ils n'ont pas reconnu tous. Peut-être Champollion, qui a dit que ce n'est pas une langue sémitique. Il a dit que c'est pas sémitique. Mais son frère, après Champollion, Jacques, lui, est revenu sur ce que son frère, qui était le plus grand génie, a dit. Pour dire non, il s'est trompé. Même au Caire, là, c'était débat. Sonoron, le professeur Serge Sonoron, un grand égyptologue français, pendant les pauses au Caire, il m'a dit que vous avez raison, il faut travailler du côté des langues africaines. Mais il fallait le dire en public. Il n'ose pas dire en public. Non, parce que les autres vont dire, mais comment tu trahis la cause? Tous, ils sont tous, enfin, comment dire, c'est peut-être pas menteurs au sens... c'est instinctif, hein, c'est instinctif. Les présenteurs qui pèsent sur nous en tant qu'ex-colonisés pèsent aussi sur l'Occident en tant qu'ex-colonisateur. Oui, bien sûr. Quand le professeur Moumouni fait l'étude du portrait du colonisateur, on fait aussi l'étude du portrait du colonisateur. Il ne peut pas se départir de ces complexes de supériorité qui constituent sa vie pendant 10 siècles. C'est pas facile. Ça doit faciliter la vie de nous coloniser, de nous exploiter. Maintenant, la décolonisation que nous voulons ici, c'est-à-dire à savoir avoir les mêmes, avoir notre propre perception positive, et ils ne peuvent pas l'accepter parce que ça signifie que nous allons leur couper les vivres. Pour décoloniser. Nous sommes décolonisés, nous. Hein? Mais la colonisation, c'est le lien, l'esclave et le maître, c'est ça. Hein? Nous sommes décolonisés. Mais le colonisateur doit aussi décoloniser. Or, ce n'est pas son cas. Il n'est pas. Pour ça, je pense qu'on avait parlé un peu de Black Athéna. Est-ce que ça, quand tu dis Black Athéna, ou bien la terre noire, ça signifie que c'était les noirs qui étaient là-bas ou bien c'est la pensée noire? Non, Black Athéna, j'ai discuté avec Bernard. J'ai discuté avec lui. Il m'a abordé au cours d'une conférence en Floride. On a sympathisé, on a pris des photos ensemble. Je lui ai posé des questions. C'est presque le neveu de Gardiner. Ah, donc là, la pensée déjà orientée. Non, il est un grand égyptologue. Donc c'est un monsieur qui est bien. Mais lui, il a montré que on a faussé l'histoire de la Grèce. L'Occident a faussé l'histoire de la Grèce. Ça s'appelle Bernal. Bernal, oui. Martin. Il a dit que l'Occident a faussé l'histoire de la Grèce. Il a essayé de faire la démonstration. Les savants allemands fabriquaient une Grèce à eux. Tout le monde, parce qu'on voulait s'approprier cette Grèce-là. Il a trouvé que c'était... et qu'il y a des racines de la sélection grecque sont des racines asiatiques ou africaines. Ça n'a rien à voir avec une sélection qui n'est pas née du néant. On a traduit le livre en français. Il m'a dit que les éditions blâmaient les gens qui avaient traduit en France, pour te dire. Donc ils n'étaient même pas contents qu'on traduise Bernal en français. Il a 3 volumes, ils ont fait qu'un ou deux. Le reste là, les derniers linguistiques n'ont pas traduit encore. Voilà, on n'invente rien, on n'a pas de mépris ou de haine ou de comme ça. L'Occident, que ce soit cette génération passée, la génération actuelle, ou la génération future, c'est pas la peine de discuter avec eux vos affaires intimes, votre histoire, vos langues, votre civilisation. Les Noirs peuvent les faire, peuvent l'étudier. Leurs livres, il faut simplement les garder dans les bibliothèques pour souvenir, ou mieux les brûler, parce que ça ne sert à rien. C'est tout. Et ils ont, comme ça, ils vont changer. S'ils ont un faible devant, ils se croient toujours fort. Mais s'ils ont une force devant, ils diront, bon, on s'est trompé, c'était pas comme ça, et discutons à nouveau, bâtissons de nouveaux paradigmes. L'Occident a besoin de ça.
Mais quand il vient, il trouve notre faiblesse. Il dit, bon, écoutez, ils n'ont pas resté. C'est faible, entre-temps, je prends leur mine et tout. Mais s'il trouve qu'on est fort, il va dire, bon, écoutez, on discute. Il ne critique plus les Chinois. En France, personne dit les Chinois zéro. On ne dit plus ça. Ah, ils sont puissants. Oui, on respecte les Chinois, on discute affaire avec eux. On dit que les Shintok, les Chinoiseries, on les méprise plus. Parce qu'ils trouvent que non, respectons-les. On introduit le respect. Mais chez nous, le respect est exclu, on n'introduit pas le respect. On dit que tout est grave en Afrique. Vous ne respectez pas les droits humains, c'est extrêmement grave. Vous ne respectez pas la bonne gouvernance, c'est extrêmement grave. Vous êtes corrompus, c'est le corrompu au monde. C'est nous. Bon, il y a que tout ce que nous faisons est mauvais. Alors quand tu vois les procès qui se passent aux États-Unis, c'est les plus voleurs, les plus corrompus, c'est les gouvernements occidentaux, les plus corrompus de tous les corrompus de la terre. Il faut voir ce qu'ils font en Italie, les Berlusconi, tout ça. Un chef d'État africain fait ça. Il a fait des surprises, parti avec des prostituées. On ne dit rien, on l'appelle Cavaliero. C'est très fier. Mais quand c'est nous, mais c'est ça la faiblesse africaine. Là-bas, c'est Fiero, c'est un Cavaliero. Mais quand c'est nous, on dit, oh, c'est le sida, ils sont dans la boue, ils méprisent. Là-bas, il n'y a pas de droit. Ils ont les masses les masses de l'État aussi, les radios, télévisions de l'État. Ils mettent leurs parents ou leurs amis et tout ça, mais on n'en parle pas. Oui, ici, dès que tu fais dire oui, le chef d'État a pris tous les masses médias, mais ses parents. Et ils le font là, tout le temps. Donc, je crois que même le dialogue avec eux, il faut rompre, c'est même pas la peine. Cette colonisation nous a rendu de mauvais services. Il faut nous guérir, il faut les guérir aussi. Il faut couper, c'est même pas la peine. S'ils ne viennent pas en Afrique, on n'a pas besoin d'eux sur l'Afrique. Ici, sur le continent, on n'a besoin d'aucun Occident. Ils ont la même, tout le monde fait la technique. Vaut mieux faire avec les Russes, avec les Indiens, avec les Chinois. Vaut mieux. Il ne faut pas faire avec eux. Moi, je crois que les peuples qui n'ont pas de tradition de colonisation en Afrique. Et c'est ce qu'on va faire. Nous, les résistants et les combattants de ce nom, on va faire cela. Hein? C'est-à-dire, nous allons plus accepter des Occidentaux dans nos terres en Afrique. Et le message est clair, c'est un Bantou qui le dit. Je suis né au Congo-Brazzaville. Nous allons instaurer cela dans toute l'Afrique. Les Occidentaux resteront chez eux. Parce que c'est des spécialistes dans le vol. Les États-Unis, la France, l'Allemagne, la Belgique, l'Italie, l'Espagne, Portugal, tous y resteront chez eux. Plus question de venir dans nos terres en Afrique. S'ils veulent, ils iront à l'Afrique du Sud qu'ils appellent la terre blanche, l'Afrique blanche, les enfoirés de mer. Vous avez vu une Afrique blanche? Mais c'est grâce à nos parents qui ont voyagé, des parents noirs, que vous êtes là, les blancs. Mais sans nos parents noirs, s'ils ne voyageaient pas, est-ce que vous serez là? Les enfoirés de merde, vous ne serez jamais là. Et vous envoyez des Rwandais Tutsis dans mon direct parce que je dis la vérité pour réveiller les consciences du peuple noir. Vous les envoyez pour m'injurier. Mes félicitations occidentaux. Mais voilà pourquoi je vous appelle occidentaux 666. Vous avez cru tuer Patrice Lumumba que vous allez écraser le peuple noir. Vous avez cru tuer Thomas Sankara, que vous allez écraser le peuple noir. Vous avez cru tuer Marien Ngouabi, que vous allez écraser le peuple noir. Vous avez cru tuer Massamba Deba, que vous allez écraser l'homme noir. Non. Vous avez cru tuer Ange Diawara, que vous allez écraser l'homme noir. Non, mais détrompez-vous. Vous avez cru tuer Laurent Désiré Kabila, le vrai Congo des Congos. Hein, un bantou. Vous avez cru le tuer que vous allez écraser l'homme noir. Je vous dis non. Non. Le peuple de la RDC va se réveiller. La révolution va se faire. Les enfoirés de merde. Et le peuple de toute l'Afrique, ils vont être réveillés. L'aliénation avec la Bible. La Bible, l'aliénation. Vous avez bien aliéné le peuple africain avec la Bible. Les missionnaires sont venus pourquoi en Afrique?
voler les masques de nos arrière-grands-parents. Comme Léopold II a dit, prenez leurs fétiches, allez remplir vos musées. Les enfoirés de merde. J'ai une colère contre vous. Est-ce qu'un blanc a demandé pardon à l'homme noir de l'esclavagisme? Est-ce que l'homme blanc a demandé pardon des mains qu'ils ont coupées aux Congolais en RDC, de nos parents? Ils ont coupé les mains de mes parents au Congo-Brazzaville, à l'époque de Débrazza. Est-ce qu'ils ont demandé pardon l'homme blanc? Enfoiré de merde. Colonisation de merde. Colonisation qui était en réalité coopération dans la dictature pour voler les minéraux. Vous êtes des grands voleurs. Et les deux professeurs qui sont là dans le direct l'ont bien dit. Les enfoirés de merde. Moi, je ne suis pas Kabila. Hein. Je ne suis pas Kabila. Hein. Kabila que vous exploitez pour tuer les Congolais. Moi, je suis un Bantou. Un Congolais de Brazzaville. Et fier. Né dans la terre des Bantous. Oui, je suis né là-bas. Enfoiré de merde. C'est encore le dialogue est possible. Mais les peuples qui ont une tradition de colonisation, qui a beau faire, c'est trop fort, plus fort que nous, plus fort qu'eux. Il faut rompre avec eux, c'est tout. Il ne faut pas qu'ils viennent chez nous, et que même qu'on n'aille même pas la bonne santé. Je dis, le problème qui est là est que le comportement méprisant des Occidentaux à l'égard des Noirs n'ont pas changé. Il y a quelques siècles, on prenait par exemple un Congolais qui s'appelle Otabengé, a été promené aux États-Unis dans les musées, on disait que c'était un animal. Qu'un Congolais Otabengé a été promené comme ça aux États-Unis pendant des années et des années. Il est mort, il s'est suicidé d'ailleurs. Comme un grand biologiste français Cuvillier avait pris en otage une femme sud-africaine. Ouais, j'ai vu l'avenue Sotanto. L'avenue Sotanto, a été gardée. On a trituré son sexe, on a mis dans les bocaux. Et quand l'Afrique du Sud indépendante a demandé qu'on donne le squelette de l'avenue Sotanto, Madame Bergman, hein, le bocal que nous, on voyait bien au musée d'histoire naturelle à Paris, au jardin. Au muséum d'histoire naturelle, le bocal de son sexe de cette femme-là. C'est prélevé par Cuvillier. Un des grands biologistes français. Oui, oui. Le créateur même de l'anatomie comparée, c'est Cuvillier. Et brusquement, le bocal a disparu. Mais on a pris les restes, on a enterré officiellement avec honneur national, etc., les restes de cette femme-là, mais qui était objet de musée. Comment veux-tu, quel droit, quels les objets qu'on connaît? On prend un être humain, on met dans les cages, on paie les billets pour aller voir ses formes physiques, son sexe, ses fesses, et tout ça que les Blancs ont fait. On a attendu jusqu'à sa mort pour couper son sexe. Oui. J'ai pu dire que la pensée africaine n'est que dans le sexe. Voilà comment le sexe est proéminent. Donc c'est cette même attitude. Et tu vas discuter avec les gens comme ça. Est-ce que, professeur, est-ce qu'il n'est pas actuellement le temps qu'on fasse cette relecture de l'histoire? Il faut faire la relecture. C'est honteux ce qu'ils ont fait. Honteux. Ils volent les biens chez toi et ils disent qu'ils te donnent les aides. Tu as déjà vu un voleur et quelqu'un? J'ai jamais vu. Moi, je suis voleur chez toi, dans ta maison. Je prends tes chaussures, tes chemises, et toutes tes assiettes et tout, et puis je vais t'aider. Hein? Qu'ils prennent l'uranium, qu'ils prennent toutes les mines. Ils ne peuvent pas aider, ils ne peuvent pas aider. Voilà. Nous avons suivi le grand professeur et nous allons passer maintenant à d'autres vérités. Oui. D'autres vérités, nous allons passer parce que le Thier, le Thier africain a réservé pas mal de vérités pour réveiller le peuple africain. Oui, il faut réveiller le peuple africain parce que le but des Occidentaux, ils veulent que l'Africain n'ait plus de terre, que l'Africain puisse immigrer ailleurs. Ça, c'est leur plan. Oui, sur le plan. Nous allons écouter un grand professeur. Les Rwandais Tutsis, venir m'injurier dans mon direct. Je les ai bloqués. Hein? Non, moi on ne blague pas avec moi. Ah! On est en train de faire un travail pour réveiller notre peuple. Et eux, ils viennent pour empêcher. Parce qu'ils travaillent pour l'homme blanc.
Non. Rwandais Tutsi de merde. Et ils se disent qu'ils ont le droit de couper les Congolais. Ils coupent les Congolais avec des machettes. Et ils se disent qu'ils ont le droit. Ils violent des femmes. Ils se disent qu'ils ont des droits. Les Rwandais. Non, Rwandais Tutsi. De merde. Avec des gens comme nous, l'Africain ne va plus souffrir. Avec des êtres comme nous, l'Africain aura sa dignité. L'homme noir aura le respect. Avec des gens comme nous, l'homme noir, on ne l'écrasera plus. Avec des gens comme nous, l'homme noir sera respecté. Parce que l'homme noir, on l'a trop écrasé. Voilà, c'est parti. Papers, which I believe will be circulated because they'll not be projected. But if you can see, first of all, I want to agree with the Honorable Minister. I've done two pictorials. One of them is described as Africa at the dinner table. And if you look at Africa at the dinner table, Africa is on a plate and it is meat. And the diners at the dinner table are France, the United Kingdom, the United States, the European Union, the Chinese, and progressively the Arabs. And my second picture is the African hotspots. It's not visible from there. But if you look at Africa today and you make a clean sweep with your mind, there are different conflicts of different intensity in Somalia, in northern Mauritania, in northern Mali, in Central African Republic, Democratic Republic of Congo, Guinea-Bissau, in the Cameroons, in South Sudan, and one can go on and on. And there is a sense in which Africa has always been alive to the question of interference. I will refer this audience, particularly those who are starting, to take time and read the 32 odd speeches that were made in the month of May 1963 by the then heads of states and government of independent African states, the 32 of them. And there are two speeches that I want to isolate for this presentation. One was by David Dacko of Central African Republic. And in thanking Emperor Haile Selassie and Kwame Nkrumah on that day, he said that we must never forget that the colonial power has not left us. We must recognize that he did not go willingly. And if we don't check them, they'll come back again. And what would little Central African Republic do against them? Today, he is right. Today, if we remember the activities of France and how they have propped up the regime of Jean-Pierre Bokassa, he was right. Today, as the Honorable Minister has indicated, Africa remains the only continent in the world that is referred to in these terms, Anglophone, to mean that we are a sphere
of our erstwhile colonizers. About 2 weeks ago, there was a meeting of the Commonwealth in London, England. And a friend of mine who is an Anglophile sent me the photograph very gleefully, saying this is a meeting of 53 equal states. I told him no. If it was so, why is it that the leadership of the Commonwealth is hereditary rather than rotational? In other words, in the minds of the British, her former colonies are still under her tutelage. And I want to submit to us that in the minds of what I'll call the conceptual West, they think they have a divine duty to instruct Africans what to do. And in the minds of many African leaders, they think that they have a divine duty to accept what they are told. That, in my view, is what the Honorable Minister was talking about, the mindset. And this is something that has been examined. We have seen France and its very pernicious presence in Africa. We know what they did in Burkina Faso against Thomas Sankara. We know what they did in Mali or the Sudan against Modibo Keita or against Sekou Touré in Guinea. Pernicious to the core. The Portuguese, we know what battles had to be fought in that area. And let me put this very bluntly. When the former leader of Portugal, Marcelo Caetano, was asked, why can you not allow the colonies to gain independence? This is what he said in substance. As I have examined world history over the years, the following have emerged. That the Caucasians have been responsible for monumental discoveries in the development of man. So have the Chinese, so have the Arabs. But the Africans have been responsible for nothing. They are only fit as hewers of wood and drawers of water. And I want to submit to you who are present here that in the conceptual West's unguarded moments, or guarded moments, that is what they think. And that is how they relate to Africa. So the whole idea that they will interfere is something that they think is their God-given duty. I said there were 2 speeches in 1963 that I wanted to refer to. I referred to David Dacko. The second one was the speech by Kwame Nkrumah. And Kwame provided the solution. He did not complain about colonialism. He said, we must live here with one army, with one command. We must live here with one currency. We must live here with one currency, one country. I do not know where its capital will be, but I suggest Leopoldville or Bangui. Other leaders may have their thoughts. Kwame was right, but who listened to him? Several years down the line, and I've said it in my paper, there were coups d'etats which were engineered, there were mutinies which were engineered, and other forms of destabilization. And I want to believe that the person who actually said it very well in the 1980s was the former American President Ronald Reagan. He said, the United States of America does what is in her best interest. And I agree with him. Does Africa do what is in her best interest? Do African leaders do what is in the best interest of Africa? Interference will be there in very blatant and brazen ways and in subtle ways. I've always asked, until very recently, how many African countries manufactured bullets? Very few. Until very recently, how many African countries, in fact, how many African countries manufacture jet fighters? How many African countries are involved in the arms industry? Some of the leading conceptual West countries which pontificate to us about prizes, peace prizes, are the leading manufacturers of landmines.
And if you look at their foreign exchange earners, it is the military and security items. So they say with their mouths, what do they not believe in their hearts? In Kiswahili we say, vita vya panzi furaha ya kunguru. That when the locusts are fighting, it is the joy of the hawk. Because when they kill each other, they get the food easily, dead. It is in the best interest, I dare submit, without fear of contradiction, that the elite in the conceptual West does not want Africa to stabilize, despite their assertion to the contrary. And you'll see it in every country because conflict is a major industry. Today, you look at South Sudan and the many peace conferences that are being held. But if you ask who supplies the arms, who provides safe havens, it is the conceptual West. And when I use the term conceptual West, I'm saying that it extends to countries which are geographically not in the West, like Australia or Canada. So I'm submitting in answer to your question, Joe, that interference is there, and it is part, to use this old cliche, of the neo-colonial project. The neo-colonial project requires that Africa must remain within the sphere of influence of these states. Today, if you look at the United Kingdom, which has left Europe, one would have thought that those are their cousins and that they should sit in comfort with them. You now see their involvement being de-emphasized in Europe and their interest and appetite growing towards the Commonwealth. Because in the Commonwealth, they are the major domos. They'll tell us what to do. In Europe, they have to grapple with the Germans and the French, and they don't like it. That is the unspoken bit of it. The French also are in Europe, but the Germans are too strong, and they don't like it. So they want to hold Côte d'Ivoire, Gabon, and tell them what to do. I do not know how many of you saw the press conference that was attended by President Macron of France and Nana Addo of Ghana. And when Nana Addo spoke as an African should, you could see the body language of the French president. How dare this man speak this way? In other words, I'm saying that interference is the mother's milk of European economies. But to answer your second question, they have their own recruits who Professor Philip Nyimura will be speaking here. To use the old vocabulary of those days, they are the people you call their comprador de bourgeoisie. You must remember. The comprador de bourgeoisie are Africans with black faces, but essentially they are doing the bidding of these powers. They are the ones you'll find them in different spheres. And they will be present, they are in your cabinet, but they are actually representatives of the foreign intelligence agencies of those countries. We know this. If you look at the declassified papers from the United States, we now know that some of leading cabinet ministers in many African countries were working for the CIA or some Western agencies. So you are sitting in cabinet, and in these days of the mobile phone, they are possibly texting their masters in Europe and America. So interference is also exacerbated by these comprador bourgeois for their own benefits. And it has never changed, Honorable Minister. In the early days of slavery, they gave some of the chiefs mirrors and alcohol. Today, what they give them are flats in Paris or in Dubai. And that is what makes them undermine Africa. The third mode of interference is through institutions. Look at the competition as it is now. There is a new entrant into the market that is called China. China is very subtle. Many people wrote the obituary of Rwanda in 1994. 20 years down the line, it has been demonstrated that Africans can actually do it. Between 1983 and 1987, I think Thomas Sankara in Burkina Faso also demonstrated that it can be done. We saw in Somalia, despite their problem, so my prescription is African unity.
Africa must now begin to negotiate initially in terms of blocks, SADC, ECOWAS, East African Community, and ultimately as African Union. And lo and behold, we must do it. And I've always said this cliche, we must do it because if we don't do it, we will be done. Thank you. Voilà. Voilà, nous avons écouté un grand prof, hein, le prof PLO, Lumumba. Oui, il s'appelle Lumumba. Hein? Voilà. Nous allons conscientiser le peuple. Le peuple africain doit se réveiller. Il est temps. Parce que peuple noir, l'esclavagisme, on en a pris nos parents. On a mené un seul chemin. Sans retour, hein. Ils les ont entassés comme des tiroirs. Plusieurs noirs. Ils les ont mis nus. Non, tu n'as jamais vu. Ce que l'homme a fait, l'homme blanc. Incroyable, mes frères. Et aujourd'hui, ils veulent se prendre pour les maîtres du monde. Mais en volant les minéraux en Afrique. En violant nos femmes. En violant nos enfants. En violant nos mamans. Non, il y en a marre. Il est temps que le peuple africain se réveille. Moi, car moi, je ne suis pas idiot. J'ai les yeux grandement ouverts. Mon intelligence grandement ouverte. Parce que Dieu m'a envoyé sur terre. Il ne m'a pas envoyé pour être le spectateur de l'homme blanc. Non. L'Africain doit être pauvre. L'Africain doit souffrir. L'Africain doit dormir dans les rues de Paris. Et c'est ce que l'homme blanc aime. Les migrants, ils sont pas mal à Paris. Ils dorment dans les rues de Paris. Et ça, en France, ils adorent. Ils aiment voir ça. Après, on dit pays de droits de l'homme, liberté, égalité, fraternité. Ça n'existe pas. C'est la mafia de la France-Afrique et la dictature de l'élimination de l'homme noir. C'est ça. Le franc CFA, ils ont mis le franc CFA pour appauvrir le peuple noir. Hein? Le peuple souffre en Afrique. Hein? Maintenant, qu'est-ce qu'ils veulent? Ils veulent donner les machines de fabrication des billets de franc CFA pour imprimer en Afrique. Et faire croire aux Africains que c'est fini, la France ne va plus avoir contrôle. Mais en réalité, la France aura toujours contrôle. Donc voilà pourquoi, peuple africain, nous devons faire notre propre monnaie. Un continent sans sa monnaie, qui est l'Afrique. Mais nous ne sommes rien. Nous devons avoir notre propre monnaie. Et fabriquer en Afrique, pas le franc CFA. Nous ne devons plus continuer avec cette monnaie. Monnaie mensongère, monnaie de singe, pour mieux appauvrir l'Afrique. Oui. Et c'est comme ça qu'ils ont tué pas mal de dirigeants africains. Parce que la France se prenait pour le maître. La France se prenait pour Dieu. Mais la vérité doit être dite. Les enfoirés de merde. And really, even in good condition.
Non. C'est très difficile de parler de soi-même, franchement. Mais bon, je vais essayer. Moi, je me définis, comme on me définit d'ailleurs, comme un Malien d'origine, Sénégalais d'adoption, panafricaniste par conviction et citoyen du monde noir par devoir de combat. Donc, je suis à la fois un disciple de Cheikh Anta Diop et de Marcus Garvey. Je suis banquier de formation, mais depuis ma jeunesse, je me suis toujours intéressé à la littérature et aux arts. Et je faisais partie d'un club culturel qui était abrité par l'ambassade des États-Unis, le consulat des États-Unis, au centre culturel américain, plutôt centre culturel américain ici à Dakar. On avait un club donc, qui faisait du théâtre, qui animait un journal, etc. Disons, j'ai commencé à me former à partir de là. Et par la suite, comme tout le monde doit, selon ses compétences, apporter sa modeste contribution à la conscientisation de notre jeunesse, et comme j'aimais beaucoup l'écriture, donc j'ai apporté ma contribution et je continue de le faire par le biais de l'écriture. J'ai produit 36 livres, dont des essais, des récits historiques, de la fiction romanesque et de la littérature jeunesse. Actuellement, j'anime une association au Mali intitulée Rassemblement pour la réhabilitation de la religion négro-africaine, Maya, qui a un site internet dont le titre est 3RNA, tout simplement 3RNA Maya ou 3RNA tout simplement. Je suis le président de cette association, je suis aussi le président de la Ligue des écrivains du Mali. Il n'y a pas d'opposition entre les chiffres et les lettres, et que simplement parce que l'écriture est ma passion. Donc, comme l'écriture est ma passion, bon, effectivement, je l'utilise pour transmettre, pour en tout cas contribuer modestement à la conscientisation de la jeunesse africaine. C'est ça mon objectif. Donc, surtout que maintenant que je suis à la retraite, j'écris beaucoup à côté de l'animation que je fais de mes associations. D'abord, la religion n'existe pas. C'est un mot récent inventé par les Romains. Il est d'origine latine. C'est quand Rome a commencé à dominer le monde. Donc c'est un mot inventé, mais quand il a inventé, toutes les réalités qu'elle prétend couvrir existaient déjà. Donc il n'a apporté aucun enseignement, disons, différent de l'enseignement qui existait avant. Et que par conséquent, il faut l'effacer au détriment, au profit plutôt de la tradition. C'est seule la tradition qui existe. Et que si on pose en Africain la question de savoir si la religion existe en Afrique, elle va elle-même se poser des questions, elle va lui répondre. Parfois même, elle va dire non. Mais si on lui demande si la tradition existe en Afrique, il n'aura aucune hésitation, il dira oui. Donc c'est qui prouve que, effectivement, le mot religion est utilisé pour s'aimer la zizanie, entre guillemets, pour tromper les gens, parce qu'on oppose religion et tradition. Or, les deux termes couvrent exactement la même réalité. Et donc, j'ai dit non, traditions, elles sont antérieures à toutes les autres traditions. Elles existent plus de 1000 ans avant la Bible, avant l'Ancien Testament, plus de 2000 ans avant le Nouveau Testament et plus de 3000 ans avant l'apparition du Coran. Et que tout est embrassé dedans. Et dans ce livre-là, il n'est fait référence à la vie d'aucun individu. Aucune personne ne voit cette biographie écrite dans ce livre-là. Ça ne concerne que les divinités et les ancêtres. Contrairement aux autres livres, qui sont des livres de narration qui concernent l'histoire des êtres humains. Donc ça n'a rien à voir. Et ce livre-là, chez vous, existe bien.
on les appelle les millénaires, toutes ces paroles sacrées que eux-mêmes ont reprises et qui sont sur les sarcophages, sur les pyramides et qui sont aussi dans les textes écrits. Et une grande partie d'entre ces écrits-là ont été rassemblés dans un livre qui s'appelle vulgairement le livre des morts des anciens Égyptiens, mais le terme exact, c'est le livre de la sortie à la lumière du jour. Ces textes-là existent, ce sont des preuves qui existent, qui montrent que les Africains, avant tous les autres peuples, ont réfléchi à Dieu, ont cerné Dieu dans sa totalité. C'est pourquoi la religion traditionnelle africaine a toujours été imitée, mais n'a jamais été égalée. Le judaïsme s'en est inspiré pour se faire, pour se construire, mais très mal, puisque ces auteurs n'ont pas été formés à la véritable école africaine, parce qu'ils ne pouvaient pas accéder à l'enseignement secret. Le christianisme est venu, s'est greffé sur la Bible pour se faire, l'islam est venu et s'est appuyé sur les deux pour se construire. Donc personne ne peut comprendre le Coran s'il ne dit pas la Bible. Et les musulmans, malheureusement, ont la part de faire ce travail intellectuel. Certains pensent même que c'est un péché que de retourner à la Bible. Et ça, c'est dommage. Plus les populations resteront ignorantes de leur véritable tradition, mais plus l'islam va proliférer, va prospérer, et eux aussi ils vont en tirer avantage, parce qu'il n'y aura pas de contestation. Mais un Africain qui est formé à l'école africaine n'acceptera jamais la résignation. La résignation n'existe pas chez nous. C'est chez les autres qui existent, qui mettent toujours tout sur le compte de Dieu. Si on a un mauvais président, c'est Dieu qui l'a amené et on va supporter qu'il parte. Sauf quand ça chauffe, que les gens se révoltent. Mais on ne le supporte pas, c'est Dieu qui l'a amené pour nous. Alors pour nous, dans la tradition africaine, ce n'est pas Dieu qui choisit, ce sont les ancêtres qui choisissent. Et quand on déçoit les ancêtres, on paye cash. Alors, ils le savent, c'est pourquoi ils ne retournent pas en arrière. Ce n'est pas dans leur intérêt. Notre contribution au même titre que nous ne pouvons pas laisser le monde participer dans la catastrophe. Et nous avons des valeurs qui vont préserver le monde rose à 70%. Religion, culture, tradition, the food for his boss. The boss said, stay there. See, if someone want to open, you need to stop him. And the dog said, if someone come in, I will bite him. No one come there to open. On ne parle pas d'islam au pluriel. On ne parle pas de christianisme au pluriel. Il y a des sensibilités différentes dans le christianisme. Catholique, protestant, témoin de Jéhovah, etc. L'islam c'est pareil, sunnite, mourite, chiite, laïenne, etc. Mais le tronc commun c'est exactement la même. C'est l'enseignement du Coran qui est suivi. Dans le christianisme, c'est l'enseignement de la Bible qui est suivi. Dans nos traditions, ce sont les mêmes valeurs qui circulent. L'unicité de Dieu, dans toutes les traditions, du Sénégal jusqu'en Afrique australe, l'unicité de Dieu. L'unicité plurielle de Dieu, c'est-à-dire il a la fois partialité et il a la force vitale. Il est androgyne. La complémentarité entre la femme et l'homme, pas l'égalité mais la complémentarité. La réincarnation, le culte des ancêtres, l'écologie sacrée, le totémisme, du Sénégal jusqu'en Afrique australe sont les mêmes réalités. Les mêmes réalités. Maintenant, il peut y avoir des manifestations diversifiées. Au Bénin, l'animal sacrificiel qui est d'habitude utilisé dans le golfe du Bénin, c'est la chèvre. Dans le Sahel, c'est le mouton. Ce sont ces choses-là seulement qui changent. Et parce que les langages sont différents, on s'adresse aux ancêtres d'une langue qui est différente de celle du voisin. Mais la même manière dont on s'adresse aux ancêtres, dans la case sacrée ou dans le bois sacré, partout en Afrique du Sénégal, en Afrique australe, c'est exactement la même. Les pangols, le vaudou, le komo, ce sont les mêmes réalités qui sont incluses. Et ces pratiques-là sont des cultes qui sont ancrés dans la tradition africaine. Il n'y a pas de culture africaine au pluriel, il n'y a qu'une seule culture africaine au pluriel avec des manifestations diversifiées. Ce qui trompe les gens, c'est ça. Les Diaye du Sénégal sont les Diarra du Mali, ils ont le même totem. Les uns sont Wolof, les uns sont Bambara. On peut dire qu'ils sont différents comme eux, c'est pas vrai. Les gays du Sénégal et les Nkouma du Ghana, les Doumbia du Mali, c'est exactement la même chose. Les Diop du Sénégal, les Traoré du Mali, c'est la même chose. Les Ngom et les Mbo du Sénégal sont les mêmes que les Mbo et les Ngom de l'Afrique centrale.
C'est le même peuple. Tout simplement qu'il y a eu des branches qui sont diversifiées, qui sont allées s'installer ailleurs, mais qui ont gardé les points fondamentaux communs. Il n'y a pas plusieurs cultures africaines, il n'y en a qu'une seule. La vision du monde de l'Africain est fondamentalement différente de la vision du monde du judéo-chrétien et de l'islam. C'est une vision du monde. Et dans cette vision du monde, définit la politique, définit l'économie, définit les relations des humains entre eux. Cette vision du monde qui définit cela. Voilà pourquoi les relations entre les hommes, la politique et l'économie ne peuvent pas être de la même manière, de la même nature partout dans le monde. Si l'Afrique avait été prosélyte, le monde entier aurait pratiqué à l'heure actuelle la tradition africaine. Mais l'Afrique n'a jamais été prosélyte. Ce sont les autres qui sont venus à l'école africaine. Ils sont déplacés pour venir depuis Abraham concernant les Hébreux. Abraham est venu en Égypte. Il a appris en Égypte. Abraham n'était pas circoncis. Quand on n'est pas circoncis, on ne peut pas entrer dans les secrets de la tradition africaine. Jamais. Ils ont vu en surface. Ils ont copié en surface, ils ont fait leur propre tradition. Et quand ils ont établi leur tradition, leur religion, ils ont inclus beaucoup de mensonges, ils ont insulté l'Afrique. Ils ont fait comme si la race est née, les races sont nées à partir de Noé, ce qui est un mensonge historique. Donc ça veut dire qu'ils n'ont rien pris de chez nous, ils ont tout fabriqué pour eux-mêmes, à coup de mensonges contre notre tradition. Voilà pourquoi on ne peut pas dire que nous leur avons légué quelque chose. Ils ont appris ce qu'ils ont appris de surface, ils ont créé leur tradition qui est fondamentalement différente de la nôtre et que nous ne pourrons pas aujourd'hui, sous le prétexte de modernisme et de difficultés à retourner en arrière, aller dans leur sens et rester musulmans. C'est ça la résignation. Sinon, dans la tradition africaine, la résignation n'existe pas. Parce qu'on ne met jamais rien sur le dos de Dieu. Tout ce qui se passe, de positif comme de négatif, c'est l'être humain qui le construit. Dieu est trop haut, Dieu est trop pur pour se mêler de nos affaires. Dieu n'a aucune raison de nous donner la gloire, moi la fortune, et de faire d'un autre un mendiant. Dieu n'a pas le droit de le faire. Ce sont les musulmans, les chrétiens qui raisonnent comme ça. C'est même un manque de respect vis-à-vis de Dieu, mais ce n'est pas nous. Donc nous, notre tradition, c'est le respect pur envers Dieu. On ne lui demande même pas d'intervenir, parce que lui demander d'être injuste. Toute la jeunesse africaine, je suggère vraiment avec force qu'elle se mette à la lecture de Cheikh Anta Diop, qu'elle organise des débats autour d'elle pour informer ceux qui n'ont pas accès aux livres dont elle a pris connaissance, aux cassettes documentaires dont elle a pris connaissance. Je lui suggère de faire ce travail-là, parce que c'est ce travail qui va lui permettre de ne plus avoir honte de ses ancêtres, au contraire d'en être fier, de savoir quel rôle de grands bâtisseurs ces ancêtres ont tenu dans l'histoire de l'humanité, quel rôle ils ont joué dans l'émergence de l'humanité, dans tous les domaines, la science, la médecine, les techniques, l'architecture, etc. Donc c'est ce conseil que je donne.